Aujourd'hui, nous allons revoir 4 affaires d'enfants qui ont commis le pire des crimes. Mais avant de commencer, je voudrais simplement remercier tous les membres de cette chaîne dont les noms apparaissent actuellement à l'écran. Merci pour votre soutien. Pour devenir membre de la chaîne, consultez les infos en description. Voyons le premier cas, provenant de l'Angleterre des années 1830. En 1831, l'Angleterre se tenait au bord d'une nouvelle ère, marquée par l'industrialisation, la réforme sociale et l'aube de l'époque victorienne. Mais cette année-là en particulier, le roi Guillaume IV était sur le trône d'Angleterre. La révolution industrielle battait son plein, avec des innovations et des avancées technologiques qui transformaient le paysage. Les machines à vapeur, l'extraction du charbon et l'essor de l'industrie textile stimulèrent la croissance économique du pays. Pour beaucoup, ces avancées techniques paraissaient très éloignées de leur quotidien. Dans les villages anglais, la pauvreté était omniprésente et une réalité pour beaucoup. Les pauvres ruraux faisaient face à de nombreux défis, dont un accès limité à l'éducation, à la santé et à l'emploi. De nombreux villageois dépendaient bornant de l'agriculture pour leur subsistance, mais l'imprévisibilité de l'agriculture signifiait souvent qu'ils peinaient à joindre les deux bouts pendant les périodes difficiles. Les lois sur l'enclosure, qui étaient une série de lois adoptées en Angleterre, ont permis la privatisation des terres communes. Cela a entraîné une augmentation de l'efficacité agricole, mais a également causé de nombreux problèmes aux membres les plus pauvres de la communauté, car les travailleurs ruraux perdaient souvent l'accès à ces terres. Ainsi, les plus démunis ont dû travailler dans des conditions difficiles, souvent pour des salaires dérisoires chez les propriétaires terriens riches. Dans de nombreux villages, la vie était précaire, les chaumières surpeuplées et sans commodité de base. L'aide aux plus démunis était restreinte, et les pauvres risquaient de lourdes sanctions, dont la maison de travail, institution redoutée et dernier recours pour les indigents. Dans l'ensemble, la vie des pauvres dans les villages anglais en 1830 était marquée par la difficulté, des opportunités limitées et une lutte constante pour la survie. Et c'est dans l'un de ces villages, dans le comté anglais du Kent, que le 4 mars 1831, un garçon de 9 ans, brillant et aimable, nommé Richard Taylor, entreprit un voyage depuis sa maison à Stroud jusqu'à Aylesford, une distance d'environ 14 km. Le garçon, très intelligent pour son âge, devait récupérer pour son père l'allocation paroissiale hebdomadaire de 9 shillings. Une allocation paroissiale hebdomadaire, aussi appelée secours extérieurs ou aide aux pauvres, était une aide financière versée par une paroisse ou un gouvernement local aux personnes dans le besoin. Cette allocation était destinée à aider les personnes démunies, âgées ou handicapées ainsi que les familles confrontées à des difficultés financières afin qu'elles puissent couvrir les dépenses de base, telles que la nourriture, les vêtements et le logement. Le montant de l'allocation pouvait varier en fonction des ressources et des politiques de la paroisse locale, mais il était généralement modeste et conçu pour offrir un niveau de subsistance à ceux qui ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins. Le père de Richard Taylor a reçu cette allocation. Même en fabriquant des bougies, sa famille vivait dans une grande précarité. Vêtu d'un chapeau de marin, d'un foulard rayé élégamment noué autour du cou, d'une veste bleue, d'un pantalon marron et de chaussures avec des bas, il incarnait l'innocence juvénile, bien que sa tenue reflétât sans équivoque ses origines modestes. Avant de partir, Richard, impatient, demanda à son père de lui prêter un couteau pour fabriquer un arc et des flèches à son retour d'Aylesford. Un garçon de 9 ans voulait transformer sa course hebdomadaire en aventure par une simple demande. Son père accepta et remit un couteau à son fils. Le trajet de Richard vers Aylesford fut, comme d'habitude, sans incident et familier. À son arrivée, il fut accueilli par M. Cuthbert, l'officier de secours de la paroisse, qui lui remit les précieuses 9 shillings, une somme d'une grande importance pour la modeste subsistance de sa famille. Le père de Richard avait été assidu à transmettre à son fils des leçons pratiques, non seulement sur l'importance de l'allocation hebdomadaire, mais aussi sur la manière de la garder discrètement. Le jeune Richard, incarnation à la fois de l'innocence et de la débrouillardise, avait bien assimilé ces enseignements avec l'ingéniosité d'un enfant et un sens du détail qui dépassait son âge. Il avait développé une méthode infaillible pour sécuriser les pièces d'argent. Avec précaution, il glissa l'argent dans un petit sac à peine plus grand que la paume de sa main.
Ce n'était pas un sac ordinaire. C'était une protection contre tout malheur potentiel qui pourrait survenir lors de son voyage de retour chez lui. La touche finale de cet arrangement était une moufle qu'il portait, un simple vêtement devenu le gardien de ce précieux chargement. Il dissimula ensuite le sac à l'intérieur de la moufle, ce qui le rendit à l'abri des regards indiscrets. C'était un rituel qu'il suivait avec assiduité semaine après semaine, car il savait que 9 shillings était un taux très important pour sa famille. Richard rentrait généralement chez lui vers 3 heures de l'après-midi. C'était un moment attendu avec impatience par la famille, surtout par le père de Richard, qui était toujours soulagé de voir que son fils était rentré sain et sauf, avec les 9 shillings, une petite somme, mais très importante pour Monsieur Taylor. Pourtant, ce jour-là, 3 heures passèrent et Richard n'était pas rentré. C'était étrange car il était d'habitude si fiable. Au fil des heures dans ce destin, son père fut envahi par un sentiment de malaise grandissant. Ce n'était pas seulement de l'inquiétude, une peur troublante s'était emparée de lui. Le lendemain matin, cette inquiétude initiale s'était transformée en quelque chose de plus profond, une peur qui habitait chacune des pensées de son père et ne voulait plus le lâcher. À chaque instant qui passait, son appréhension devenait plus forte, ne lui laissant d'autre choix que d'entreprendre un voyage à Aylesford pour essayer de découvrir ce qui était arrivé à son fils. Arrivé à Aylesford, M. Taylor interrogea M. Cutworth, l'officier de secours, qui confirma que Richard avait récupéré l'argent. M. Cutworth ajouta que le garçon semblait de bonne humeur. M. Taylor retourna à Stroud, cherchant des signes de son fils. La nouvelle du garçon disparu se répandit et des villageois inquiets aidèrent aux recherches, mais malgré des fouilles du matin au soir, aucune trace de Richard ne fut trouvée. Le garçon semblait avoir disparu. C'était un mystère déconcertant et éprouvant, et bientôt l'histoire de Richard Taylor faisait parler d'elle non seulement dans les villages alentours, mais aussi dans la ville voisine de Rochester et la ville marchande de Maidstone, toutes deux comme Stroud, situées sur les rives de la rivière Medway. Mais c'est à Stroud que la disparition fut ressentie le plus fortement. Un nuage d'incertitude plana, jetant une ombre menaçante sur le village, tandis que la communauté cherchait encore à comprendre ce qui était arrivé au jeune Richard Taylor. Les semaines passèrent et il n'y avait toujours aucune nouvelle du garçon. Ce n'était que le 11 mai, plus de 2 mois après la disparition de Richard, que la vérité glaçante sur son destin fut révélée. Un homme nommé Monsieur Izard, qui marchait sur un sentier sinueux au cœur d'une zone boisée, tomba sur une scène déchirante. Le corps sans vie d'un garçon gisait dans un fossé, abandonné et oublié. La moufle de l'enfant avait été arrachée de sa main gauche, ses vêtements en désordre comme s'ils s'étaient débattus. L'état de décomposition rendait impossible de déterminer la cause du décès, mais les taches de sang sur les vêtements racontèrent une histoire terrifiante. Il était évident qu'il avait connu une fin atroce, victime d'un crime odieux. Près du corps se trouvait un couteau à main, à manche en corne blanche rouillée, qui portait toutes les marques d'avoir été l'arme utilisée dans cet acte terrible. Les autorités ont été alertées et le corps transporté à Rochester, où il allait être examiné par les docteurs Edward Seaton et Bryant. Ils ont rapidement constaté que le garçon avait succombé à une blessure que quelqu'un lui avait infligée à la gorge à l'aide d'un instrument pointu, la marque étant encore très visible. Le coroner a ensuite écarté la possibilité que cela ait été infligé par le défunt lui-même. Au fur et à mesure que les preuves étaient recueillies, le magistrat ordonna l'arrestation d'un homme nommé M. Bell et de ses 2 fils, John Bird Bell et James Bell, âgés respectivement de 14 et 11 ans. Ils vivaient dans l'asile de pauvres près de l'endroit isolé où le corps a été retrouvé. Le couteau retrouvé sur les lieux a été identifié comme appartenant à John Bird Bell et constituait une preuve très importante l'impliquant dans le crime. L'enquête s'est poursuivie sous l'œil vigilant des magistrats de Rochester et, au fur et à mesure de son déroulement, les preuves désignaient de plus en plus les 2 garçons comme les auteurs probables de cet acte odieux. Au cours de ce processus, le corps de Richard Taylor a été exhumé pour un examen plus approfondi. John et James Bell ont alors été conduits au cimetière pour assister à l'opération macabre, tandis que John gardait un silence troublant. Sans hésitation, James a coopéré avec les enquêteurs. Avec un mélange de crainte et de détermination, il a fouillé dans les poches des vêtements du garçon décédé. Ses doigts tremblants ont saisi un couteau,
mais ce n'était pas qu'une relique de leur acte. C'était le couteau que le père de Richard lui avait offert le jour de sa disparition. Bien que le couteau ait déjà été retrouvé, il avait été décidé qu'il serait enterré avec Richard. Les enquêteurs ont vite compris que le vol était le mobile du garçon pour cet acte horrible. Mais toute l'histoire restait encore à révéler. Le plus jeune des frères, Jacques, ne pouvait plus supporter le poids des sombres secrets. Lors d'une confession, il révéla que lui et Jean avaient depuis un moment des intentions meurtrières envers leurs victimes sans méfiance. Ils avaient observé et tiré des leçons des fréquents déplacements de Richard entre Stroud et Aylesford. Leur sinistre complot s'est finalement déroulé le 4 mars, lorsque Jean a tendu une embuscade au jeune Richard dans les bois, tandis que Jacques faisait le guet. Après cet acte terrible, Jean remit à Jacques une partie de l'argent mal acquis, scellant ainsi leur pacte sinistre. Jacques Bell fut libéré tandis que son frère Jean fut arrêté et accusé de meurtre. Le procès commença aux assises de Maidstone le 29 juillet 1831, et lorsque le juge lui demanda comment il plaidait, Jean répondit d'une voix forte et ferme « Non coupable ». Le père du garçon décédé expliqua au tribunal que chaque semaine son fils allait à Aylesford pour percevoir l'allocation paroissiale de 8 ou 9 shillings. Monsieur Taylor déclara que d'habitude, sa fille de 7 ans accompagnait le garçon, mais ce jour-là, il y alla seul. Monsieur Taylor était très ému lors de son témoignage et s'est même évanoui, submergé par l'émotion. Lorsqu'il se reprit, il expliqua au tribunal comment il avait été mené là où monsieur Izard avait trouvé le corps de l'enfant. Bien que le visage soit méconnaissable, il reconnut le couteau prêté à son fils le 4 mars ainsi que ses vêtements. Il ajouta que son fils était un petit garçon plein de vie et qu'il aurait essayé vaillamment de se défendre. Henry Lewington, officier de justice sur le navire Warrior à Chatham, déclara au tribunal qu'il avait vu Richard Taylor marcher vers Aylesford le jour de sa disparition. Vers 10 heures, il a dit avoir marché une partie du chemin avec lui. Puis dans l'après-midi, il l'a revu, mais cette fois il marchait avec l'accusé et son frère. Il a dit qu'il les avait vus pour la dernière fois près du Bell Public House. Il a précisé qu'en apprenant la disparition de Richard Taylor, il a informé le père de ce qu'il avait vu. Il a aussi aidé aux recherches. Monsieur Lewington a déclaré qu'au cours des recherches, il avait rencontré l'accusé et son frère. En s'informant sur les garçons, John Bird lui a dit qu'ils n'avaient marché ensemble que jusqu'au champ de navets et vu Richard pour la dernière fois allant vers la route de Benham. Madame Jones, qui habitait dans un cottage près de Benham Common, avait également vu les garçons ensemble. L'agent Charles Patterson a informé le tribunal que lorsqu'il escortait l'accusé à la prison de Maidstone, ce dernier avait reconnu que la déclaration de son frère était vraie et avait indiqué un étang à proximité où il s'était lavé les mains du sang de la victime en rentrant chez lui après avoir commis l'horrible acte. Il a dit que John avait montré l'entrée du lieu du meurtre en affirmant « C'est là que j'ai tué le pauvre garçon », ajoutant « Un laisse mieux loti que moi maintenant ». Vous ne pensez pas, monsieur ? L'agent a acquiescé à cette remarque. L'agent a déclaré qu'ensuite, John Bell a fourni un récit plus détaillé des circonstances entourant le meurtre. Il a expliqué qu'il avait rencontré le défunt sur le chemin du retour et avait engagé la conversation avec lui. Il a persuadé le garçon d'entrer dans les bois et, après les avoir menés à travers de nombreux détours, ils se sont tous deux assis. Il a affirmé qu'il s'était perdu et que le garçon, bouleversé, ne sachant pas comment sortir, s'est mis à pleurer. C'est à ce moment-là qu'il s'est jeté sur lui, le poignardant à la gorge. Il a eu quelques difficultés à localiser l'argent, mais a finalement trouvé celui-ci dans la main gauche du garçon, d'où il l'a récupéré. Il a précisé que la somme comprenait 3 demi-couronnes, un shilling et un sixpence, ces 2 dernières pièces ayant été données à son frère. Il a également exprimé le souhait que son frère assiste à son exécution, estimant que cela lui servirait d'avertissement, semblant pleinement conscient du crime grave qu'il avait commis et qu'une pendaison pourrait éventuellement l'attendre. John Railton, marchand de tissus à Rochester, a déclaré au tribunal se souvenir que l'accusé était entré demander de la monnaie pour une demi-couronne. Il a précisé que cela s'était produit après la disparition du jeune Taylor. Après que les derniers témoins eurent témoigné, le juge Gassili se tourna vers le jury et leur expliqua que décider du sort du jeune John Bird Bell exigerait toute leur attention et leur réflexion.
Le jury ne quitta pas le box et revint rapidement avec un verdict de culpabilité. Cependant, ils conseillèrent la clémence pour le garçon en raison de sa jeunesse et de son éducation peu orthodoxe et contre nature. Le juge, cependant, se tourna vers le jeune accusé et le condamna à mort par pendaison. De retour dans sa cellule à la prison de Majeston, son audace au tribunal s'évanouit vite et il pleura ouvertement. Sa mère lui rendit visite l'après-midi suivant et il la rendit responsable de ses malheurs. Plus tard dans la soirée, après que l'aumônier eut prononcé le sermon des condamnés, John fit des aveux complets. Son récit reprenait les témoignages du procès, ajoutant des détails poignants sur les derniers gestes de la victime avant le meurtre. Il raconta qu'alors qu'il s'approchait du jeune Richard Taylor, un couteau à la main, le garçon terrifié, sentant son intention meurtrière, tomba à genoux, offrant tout l'argent qu'il avait, son couteau, sa casquette et tout ce qu'il pouvait donner. Il promit une loyauté éternelle et jura de taire l'incident si sa vie était épargnée. Néanmoins, ses supplications sincères n'eurent aucun effet, et sans un mot, Jean déclara qu'il l'avait tué. À 11h30 le lendemain, qui était un lundi, la cloche de la prison sonna solennellement, signalant les préparatifs de l'exécution. Après la fin de la procédure d'attachement, le garçon condamné, accompagné de l'aumônier, marcha résolument vers la potence. Alors qu'il se tenait sur l'estrade, il regarda autour de lui avec des yeux inébranlables, son teint inchangé. Il regarda droit devant lui et déclara d'une voix ferme et audible : « Seigneur, aie pitié de nous. Priez, Seigneur miséricordieux, aie pitié de nous. Seigneur, pitié pour nous. Vous tous qui êtes témoins de ceci, prenez exemple sur moi. » Lorsqu'on lui a demandé s'il avait un dernier mot, il a répété la même prière et a ajouté « Seigneur, aie pitié de mon âme tourmentée ». La manette a alors été tirée et devant 8000 personnes, John Birdbell a été pendu. Son corps a été remis au chirurgien de Rochester pour dissection. Au moment de sa mort, il avait 14 ans. Pour le prochain cas, nous allons dans l'Espagne des années 60. Piedad Martínez de la Águila est née en 1953 dans un petit village de la province de Murcie, dans le sud-est de l'Espagne. Elle avait 2 frères aînés, l'un nommé José Antonio et l'autre nommé Manuel. Son père, nommé Andrés, venait d'une famille rurale modeste et, comme beaucoup d'hommes du village, travaillait dans une ferme locale. Il travaillait de très longues heures, mais les salaires s'étaient terriblement bas et malgré son dévouement, il n'y avait jamais de surplus pour de petites douceurs pour sa famille. Sa femme, Antonia, restait à la maison pour s'occuper du foyer et des enfants. Certains voisins étaient point partis s'installer dans de plus grandes villes espagnoles et Antonia se demandait si faire de même leur permettrait d'avoir une maison plus grande, un niveau de vie plus élevé et de meilleures opportunités pour leurs enfants. Elle savait que ses 2 fils et sa fille étaient heureux au village, jouant avec leurs amis sur la place et dans les champs voisins. À cette époque, l'Espagne connaissait un boom de la construction grâce à la multiplication des logements sociaux par le gouvernement. Ces logements étaient alors proposés à l'achat ou à la location à des prix très abordables. Certaines de ces maisons ont été construites dans le quartier d'El Carmen, à Murcie, une ville du sud-est de l'Espagne, célèbre pour son architecture, ses grandes places et ses magnifiques jardins. C'était aussi la ville la plus proche du village où vivait la famille Martínez de la Águila. De nombreuses usines ouvraient et beaucoup de personnes des zones rurales arrivaient pour profiter des nouvelles opportunités de travail. Andrés s'est vu offrir un poste pour se former et devenir maçon et aider à la construction des nombreuses maisons nécessaires pour les ouvriers et leurs familles qui allaient arriver en ville. Sa femme Antonia était ravie de cela. Elle était très heureuse de commencer une nouvelle vie et même si elle était un peu inquiète que leur fille Pierre puisse regretter ses amis. Elle croyait que vivre à Mercia signifierait que, dans le futur, tous ses enfants pourraient trouver un emploi mieux rémunéré. Surtout avec l'ouverture de nouvelles industries dans la région et l'industrialisation croissante de l'Espagne. Mais la situation s'est compliquée pour la famille quand, les années suivantes, Antonia a eu 7 autres enfants. Bien que son mari ait un meilleur salaire, cela ne suffisait pas à subvenir aux besoins de leur grande famille.
Les enfants aînés avaient appris à lire et à écrire, mais ils ont dû abandonner leurs études pour aller travailler afin d'aider à subvenir aux besoins financiers de la famille. José Antonio, âgé de 16 ans et aîné des enfants, a suivi les traces de son père et a obtenu un poste d'apprenti maçon, tandis que son frère Manuel, âgé de 14 ans, a trouvé un emploi comme ouvrier métallurgiste. Piedad avait maintenant 12 ans et avait toujours aimé jouer dans le quartier, mais maintenant avec autant de frères et sœurs et étant l'aîné des filles. Sa mère comptait sur elle pour aider avec les plus jeunes. Elle nourrissait, changeait et habillait ses frères et sœurs, nettoyait la maison, faisait la lessive et aidait à préparer les repas. Si cela ne suffisait pas, on s'attendait à ce qu'elle gagne un peu plus d'argent pour la famille, alors elle a trouvé un emploi à temps partiel à polir des pièces de moto. Parfois, son frère de 10 ans, Jésus et sa sœur de 8 ans, Christina, l'écrans dans cette tâche. Sa mère préparait de la nourriture à vendre dans les rues, mais au début de 1965, elle était enceinte de 6 mois. La jolie maison qu'ils avaient autrefois était maintenant surpeuplée d'enfants et de pièces de moto, et leurs conditions de vie s'étaient considérablement détériorées. À cette époque, l'Espagne traversait une période de transformation politique et sociale importante. Le pays était encore sous la domination du général Francisco Franco, qui était au pouvoir depuis la fin de la guerre civile espagnole en 1939. L'Espagne était largement isolée de la communauté internationale et faisait face à des défis économiques en raison d'années de politique autocratique et d'un investissement étranger limité. Cependant, le pays connaissait une transition progressive vers une société plus libérale et ouverte. L'industrialisation avait modernisé de nombreuses villes, et l'Espagne commençait à accueillir des visiteurs étrangers, en particulier ceux venant d'Europe. L'industrie du tourisme a prospéré, surtout sur la côte méditerranéenne. Malgré ces progrès, le pays était encore caractérisé par une répression politique. Le régime de Franco contrôlait strictement les médias et accordait une liberté d'expression très limitée. L'opposition politique était réprimée et les voix dissidentes faisaient face à la censure et à la persécution. Le 4 décembre 1965, la famille Martínez del Aguilar a été témoin d'une tragédie lorsque Maria Carmen, la plus jeune enfant âgée de seulement 9 mois, est décédée dans des circonstances mystérieuses. Le médecin de la sécurité sociale a attribué le décès à une méningite. Ce n'était pas la première perte de la famille, car 5 ans plus tôt, un bébé de 2 mois avait également succombé à la même maladie. 5 jours plus tard, le 9 décembre, le deuxième plus jeune enfant, un garçon de 2 ans nommé Mariano, est soudainement décédé. Le médecin a de nouveau diagnostiqué une méningite. Les soupçons ont commencé à surgir lorsque, 5 jours plus tard, Fuenzanta, âgé de 4 ans, est décédé. Le médecin de famille a refusé de signer les certificats de décès et a signalé au tribunal et au service de santé des décès inhabituels. 3 enfants meurent à 2 semaines d'intervalle. Préoccupations liées à la race. Les voisins étaient devenus inquiets, craignant que la famille ne soit touchée par une maladie contagieuse ou qu'un virus étrange ne se transmette d'un frère ou d'une sœur à l'autre. Par conséquent, ils ont commencé à prendre leur distance avec la famille. Les autorités ont réagi rapidement et ont envoyé la famille Martínez del Aguilar à l'hôpital provincial de Murcie. Au début, on pensait que les enfants étaient peut-être mortes d'une intolérance alimentaire, mais après avoir effectué divers tests, les médecins ont confirmé qu'ils n'avaient rien trouvé d'anormal et la famille a pu rentrer chez elle juste à temps pour Noël. Cependant, 2 semaines plus tard, le 4 janvier 1966, le plus jeune enfant, Andreas, âgé de 5 ans, est tombé malade et est décédé. 4 des enfants, Martínez del Aguilar, étaient morts à moins d'1 mois d'intervalle et tous semblaient être en bonne santé avant leur disparition soudaine. Les décès montraient un schéma étrange. Les enfants mouraient du plus jeune au plus âgé, tous avec les mêmes symptômes. Les corps montraient une vilaine éruption et des marques foncées, semblables à des ecchymoses. Ils développaient aussi des taches violettes. Cela s'accompagnait d'une fièvre, suivie de perte de connaissance et de fortes convulsions. Puis ils mouraient.
Ne sachant toujours pas ce qui causait ces morts étranges et tragiques, les médecins de Murcie ont prélevé les organes internes d'Andreas et de Fuensanta et les ont envoyés à Madrid pour analyse à l'Institut national de la santé. Ici, aucune présence de virus n'a été détectée, donc les organes ont été transmis à l'Institut de toxicologie. Ensuite, les corps des 4 enfants ont été exhumés. Le rapport de toxicologie a confirmé, sans aucun doute, que tous les enfants avaient été empoisonnés. On a retrouvé des traces de dichlorodiphényltrichloroéthane et de cyanure de potassium. À l'université de Mercia, des médecins ont expérimenté sur 21 cochons d'Inde et quelques chiens. Ils voulaient qu'on dise ou les déterminer quelle quantité de poison était nécessaire pour tuer quelqu'un, car ils n'étaient pas sûrs que les victimes aient ingéré le poison à leur insu ou si on le leur avait administré intentionnellement. Après leurs expériences, ils ont conclu que les enfants avaient été empoisonnés volontairement. Ils ont ensuite transmis leurs conclusions à la brigade d'investigation criminelle. Les premiers suspects, logiquement, étaient les parents. André Martínez de l'Águila et sa femme Antonia ont été arrêtés. Antonia était dans un stade avancé de grossesse et, à cause de cela, elle a été placée dans le service de maternité de l'hôpital provincial San Juan de Dios, tandis que son mari subissait une évaluation de santé mentale au centre psychiatrique El Palma. La nouvelle de la mort des enfants s'est rapidement répandue dans toute l'Espagne, attirant l'attention d'une publication hebdomadaire appelée El Caso. Ce magazine, connu pour sa couverture des événements étranges et des mystères, a envoyé un journaliste pour interviewer les enfants Martínez de l'Águila. Les enfants ont reçu un lit à l'hôpital pour être pris en charge par leur mère sous surveillance policière et médicale. Le prêtre local venait aussi souvent. Le plus jeune était un garçon de 6 ans nommé Manolo, qui a confié au journaliste sa conviction obsédante qu'il serait le prochain à mourir, étant donné le schéma des événements, puisque les décès survenaient dans l'ordre croissant. Dans une tentative de réconforter le petit garçon, le journaliste lui assura que cela n'arriverait pas. Le journaliste remarqua que Piedad ne s'engageait pas vraiment avec lui. Elle montrait un calme étrange, semblant attendre sans peur son tour d'être pleurée. Les journalistes ont alerté la police qui s'est demandé si elle était responsable de la mort de ses frères et sœurs. Elle était chargée de s'occuper des petits lorsque ses parents étaient absents pour travailler et l'inspecteur a élaboré un plan pour voir si cela pouvait être le cas. Il l'a invitée dans un bar et, en plaisantant, il a fait semblant de lancer une boule de chlorure dans son verre de lait. Au début, elle a trouvé cela amusant, mais Piedad s'est vite fâchée et l'a empêchée de continuer. L'inspecteur l'a pressée de boire, mais elle a refusé net. À ce moment-là, il l'a confrontée en disant qu'elle comprenait les conséquences néfastes que de telles actions pouvaient en avoir, rappelant ce qu'elle avait fait à ses frères et sœurs. Sous la pression, Piedad a avoué avoir tué ses 4 frères et sœurs, mais elle a insisté sur le fait que les 3 premiers l'avaient entêté à la demande de sa mère, tandis que le dernier était un acte impulsif de sa part. El Archan a expliqué sa méthode de préparation du poison en combinant des pastilles de nettoyage de métaux, en particulier celles utilisées pour les pièces de piante de moto, avec du poison pour rats. Le mélange mortel a été ajouté dans un verre de lait que les enfants ont bu sans le savoir. Cette combinaison toxique aurait entraîné une mort rapide, expliquant pourquoi les enfants sont morts en moins de 30 minutes après les premiers symptômes. Dès son admission à l'hôpital psychiatrique, elle a donné 5 versions différentes et de plus en plus contradictoires des faits. Elle accusait avec insistance sa mère d'être la personne responsable. Elle parlait toujours calmement et clairement, regardant les agents d'une manière qui leur faisait penser qu'une fille aussi douce ne pouvait sûrement pas être capable de faire quelque chose d'aussi horrible. Bien que, aux yeux des médecins, elle semblait être une fille normale mais perplexe, pleinement consciente de ce qu'elle avait fait et de l'effet dévastateur de ses actes. Les autorités soupçonnaient qu'elle avait empoisonné ses frères et sœurs de façon préméditée. Cependant, ni la police ni les professionnels de santé n'ont pu comprendre comment une fille aussi jeune, qui n'avait qu'une éducation de base, avait réussi à découvrir le potentiel mortel des produits ménagers. Les autorités étaient d'abord sceptiques quant au récit de Piedad et ont poursuivi leur enquête. Finalement, ils ont établi qu'elle avait agi de manière indépendante.
Elle a avoué que sa mère ignorait ses actes et expliqué avoir été accablée par la responsabilité de s'occuper de ses frères et sœurs. Elle était la fille aînée et on s'attendait à ce qu'elle reste à la maison pendant que ses parents et ses frères aînés travaillaient. Piedad a eu recours à l'empoisonnement des plus jeunes car ils demandaient le plus d'attention. Elle voulait tous les éliminer pour pouvoir jouer librement avec ses amis. Quand El Caso a publié son article sur Piedad et les empoisonnements, il a battu des records en vendant des centaines de milliers d'exemplaires. Le journaliste a inclus cette phrase « Nous pourrions nous trouver face à une fille d'un cynisme extraordinaire ou d'une tranquillité étonnante ». Il a poursuivi en la décrivant comme étrange, ironique et sournoise. Mais les journalistes ont aussi écrit qu'ils croyaient que Piedad était l'unique auteur des 4 morts. Mineur, Piedad n'a pas pu être officiellement inculpée et a été placée sous la garde du tribunal de protection des mineurs. Elle a trouvé du réconfort dans un couvent à Mercia, qui offrait soins et soutien aux jeunes filles en difficulté. Malgré sa détention forcée, elle était polie et agréable avec le personnel et les autres enfants, et elle était toujours heureuse de jouer dehors. Elle a appris à tricoter, ce qui est devenu une passion. Elle passait de longues heures à tricoter, souvent avec une boîte à couture à ses côtés. Le nom de la famille est resté présent dans la presse. Les frères aînés Antonio et Manuel ont formé un duo de chant et un homme d'affaires les a emmenés en tournée en Espagne. Cette carrière n'a pas duré longtemps. Antonio a également essayé de devenir torero, mais une fois de plus, ses tentatives de devenir célèbre en Espagne pour autre chose que d'être le frère de Piedad Martínez del Aguilar ont échoué. Avec le temps, Antonio et Manuel sont devenus connus de la police pour leurs activités illégales. Ils ont finalement été arrêtés pour le vol d'une moto. Et quelques années plus tard, Antonio a été reconnu coupable du meurtre d'un chauffeur de taxi et a été condamné à la prison à vie, tandis que l'histoire de la famille disparaissait des journaux et de la mémoire du peuple espagnol. Antonio a de nouveau fait la une des journaux lorsqu'en 1978, il a participé avec 15 autres détenus à une évasion audacieuse de prison. Ensemble, les prisonniers avaient réussi à creuser un tunnel vers la liberté, cependant ils ont été repris peu de temps après. Tragiquement, la vie de M. Andrés Martínez del Aguila et de sa femme Antonia a continué d'être assombrie. Ils ont été rejetés par la société et laissés avec un vide intérieur après la perte de 5 de leurs enfants et les crimes terribles de Piedad, Antonio et Manuel. Andrés a perdu son emploi mais a trouvé un travail d'éboueur. Devenu aveugle, il a plongé sa famille dans la pauvreté et est décédé quelques années plus tard. Les détails de la vie de Piedad après son internement sont quelque peu flous. Certains récits suggèrent qu'elle a embrassé la vie religieuse, tandis que d'autres indiquent qu'elle est retournée dans la rue et a dissimulé son identité. La vérité concernant sa localisation et ses actions est restée insaisissable, car elle tentait de cacher son passé. Le cas suivant provient de l'Argentine, du début du XXe siècle. Cayetano Santos Godinho est né le 31 octobre 1896 dans le quartier défavorisé de Parque Patricios à Buenos Aires. 10 ans plus tôt, ses parents étaient devenus en Argentine depuis la région de Calabre, en Italie. Comme beaucoup d'Italiens à l'époque, ils trouvaient peu d'opportunités en Italie pour améliorer leur situation. Les terres et les biens s'étaient divisés au fil des générations. Beaucoup de petites villes ne disposaient d'aucune industrie moderne, rendant la vie de plus en plus difficile. On estime qu'entre 1876 et 1900, 220 000 Italiens quittaient le pays chaque année, la plupart migrant vers l'Amérique du Sud ou les États-Unis. Cayetano était le plus jeune de 9 enfants. Il avait 3 frères et 5 sœurs. Son père, nommé Fiore, travaillait comme maçon et jouait aussi de la guitare dans la rue pour joindre les deux bouts, car il avait une grande famille qu'à nourrir. Sa mère, Lucia, restait à la maison pour élever les enfants. Ses parents n'avaient reçu qu'une éducation de base, et aucun d'eux n'était capable de lire plus que quelques mots. Dès l'enfance, Cayetano a connu la violence. Son père buvait et le battait souvent. Il a aussi été abusé par son frère aîné Antonio. Ses débuts ont été difficiles.
Son père avait la syphilis à sa conception, causant des problèmes de santé à Caetano enfant. Il a grandi dans l'un des quartiers les plus pauvres de Buenos Aires et, dès son plus jeune âge, il passait le moins de temps possible dans la maison très petite et surpeuplée où il vivait avec sa famille. Il était très petit pour son âge et paraissait calme, timide et inoffensif. Il allait à l'école mais avait du mal à prêter attention en classe et, à cause de son comportement, il était souvent transféré d'une école à l'autre, même s'il n'assistait souvent pas à ses cours et passait plutôt la journée à errer dans les rues. Les enfants de son âge se moquèrent de lui car il était petit et avait de grandes oreilles. Ils l'appelaient cruellement El Petiso Orejudo, ce qui signifie le nain aux grandes oreilles. Souvent seul, il a commencé à se lier d'amitié avec des enfants plus jeunes qui lui faisaient avoir confiance à cause de sa petite taille. À ce moment-là, il avait 7 ans et son comportement empirait encore. Un policier local l'a vu jeter un garçon de 2 ans dans un fossé. Le policier l'a emmené au poste, mais comme il était si jeune, on lui a seulement dit de ne plus jamais refaire une chose aussi terrible. 1 an plus tard, il a jeté des pierres sur une jeune fille qui n'avait pas encore 2 ans. Cela a encore été vu par un policier. Il a été ramené au poste de police où il est resté dans une cellule jusqu'à ce que ses parents viennent le chercher. Le 22 mars 1906, une fillette de 3 ans nommée Maria Rosa Fassi a disparu. La police a enquêté sur ce qui lui était arrivé, mais elle n'a jamais été retrouvée. Personne ne pensait que Cayetano, 9 ans, pouvait être lié à sa disparition. Ses parents sont finalement repartis en Italie et l'enquête a été close. Il a mis le feu à un entrepôt dans la rue Corrientes. Les pompiers sont arrivés pour l'éteindre et la police l'a arrêté. Pour une raison inconnue, ils ne l'ont pas inculpé et l'ont vite relâché. La police avait commencé à s'inquiéter du comportement de Cayetano. Le public avait signalé sa cruauté envers les animaux et le fait qu'il tuait des oiseaux qu'il mettait dans une boîte à chaussures. Ses parents avaient déjà dit à l'inspecteur que la boîte à chaussures était sous son lit, et ce dernier avait demandé à ses agents de le surveiller. Pour un jeune garçon aux grandes oreilles, pendant leur patrouille. En 1908, il a essayé de noyer un garçon de 2 ans dans un abreuvoir pour chevaux. Heureusement, le propriétaire de l'écurie est arrivé à temps pour sauver la victime. Il a aussi brûlé les paupières d'un bébé de 25 mois avec une cigarette. La mère de l'enfant est arrivée et Cayetano s'est enfui avant de pouvoir agir. À ce stade, les parents de Cayetano, inquiets de son comportement, ont convaincu les autorités de le placer dans un centre pour jeunes délinquants. En 1911, à 14 ans, il a été libéré. Il avait appris à lire et à écrire, et sa famille espérait qu'il allait désormais aller de l'avant dans sa vie. Il a trouvé un emploi dans une usine de fil de fer, mais il a vite été renvoyé. Il a ensuite erré d'usine en usine, sans jamais rester bien longtemps nulle part. On a découvert qu'il était peu fiable et ne respectait pas les horaires. En 1912, Cayetano passa encore ses journées à errer dans les rues de Buenos Aires. Le 26 janvier, le corps d'un enfant a été découvert dans une maison rue Pavone. Le corps a été identifié comme celui d'un jeune garçon nommé Arturo Laura. La police a enquêté, mais elle manquait de ressources et n'avait aucune piste. La personne responsable du crime n'a pas été appréhendée. 6 semaines plus tard, le 7 mars, Raina Vanikov, 5 ans, observait la vitrine d'un magasin accompagnée de son grand-père. Soudain, elle s'est mise à crier. Les gens se sont retournés et ont vu que la robe de la petite fille était en feu. Un policier local a tenté d'éteindre les flammes. Finalement, avec l'aide des passants, il a réussi à le faire. Une foule de curieux s'était rassemblée pour voir ce qui se passait, la plupart se contentant de regarder, probablement horrifiés par ce qu'ils voyaient. Un adolescent à l'apparence étrange, doté de grandes oreilles, était parmi eux. Raina a été transportée à l'hôpital où elle est morte quelques jours après. D'autres incendies ont éclaté en ville, mais la police n'a pas pu identifier les responsables. Puis, le 24 septembre, un cheval a été attaqué avec un couteau. Le 8 novembre 1912, Cayetano a été trouvé avec un garçon de 2 ans, Roberto Russo, près d'un fossé. Le garçon portait une corde autour de lui. Cayetano a été emmené au poste de police et interrogé, mais il a affirmé qu'il sauvait l'enfant car il était tombé.
Il y avait très peu de preuves pour l'inculper, donc il a été relâché. Malgré son arrestation et sa libération, Cayetano Santos Gordino a continué à commettre ses crimes. Le 16 novembre, il a été vu par un policier en train de frapper une jeune fille nommée Carmen Giottoni. Mais avant que le policier ne puisse le réprimander, Cayetano s'est enfui. 4 jours plus tard, il a tenté d'enlever une fillette de 2 ans, Carolina Neolena. Heureusement, elle s'est mise à crier et ses pleurs ont été entendus par des voisins inquiets. Tous ces incidents ont eu lieu dans les quartiers les plus défavorisés, connus pour leur logement insalubre, leur surpopulation et un taux de criminalité élevé. Cayetano connaissait bien ce quartier de la ville. Il connaissait les rues et les bâtiments abandonnés. Il parcourait ces mêmes quartiers de Buenos Aires depuis aussi longtemps qu'il s'en souvenait. La police, cependant, se méfiait de lui. Il trouvait étrange qu'il soit toujours là quand des enfants étaient en détresse ou à sauver. Le 3 décembre, Senior Antonio Giordano regarda par la fenêtre car il n'entendait plus son fils, Isualdo, qui jouait dehors. À l'époque, il était courant que de très jeunes enfants jouent dans les rues. Quand Senior Giordano est allé devant sa maison, il n'y avait aucune trace du jeune garçon. Il a regardé aux alentours, mais ne l'a pas vu. Maintenant très inquiet, il a fait le tour du quartier, mais toujours aucune trace de Gesualdo. Il est finalement allé au commissariat pour signaler la disparition de son fils. La police, cependant, n'était pas inquiète et a simplement dit que l'enfant était très jeune, donc il ne pouvait pas être allé bien loin. Monsieur Giordano a poursuivi ses recherches. Une vendeuse du coin lui a dit qu'elle avait vu son fils avec un adolescent à l'allure étrange, qui avait de grandes oreilles et qui lui avait acheté des bonbons. D'autres personnes avaient aussi vu Gesualdo et ont décrit comment il marchait avec un adolescent aux grandes oreilles. Cayetano a emmené l'enfant dans un endroit abandonné et délabré appelé Quinta Moreno. Il n'y avait que des hangars rouillés abandonnés après la fermeture de la briqueterie. Il y avait des trous dans les murs. C'était l'endroit où venaient quand les adolescents qui s'ennuyaient tant. Des déchets étaient éparpillés partout et à ce moment-là, Gesualdo commençait à pleurer. Pendant qu'il pleurait, Cayetano lui donnait des bonbons et essayait de le calmer, mais le petit enfant était très anxieux et ses pleurs continuaient. Cayetano attacha les bras et les jambes du petit garçon avec une corde et le jeta au sol. Même abandonnée, cette zone restait un passage entre quartiers, donc quelqu'un finirait par entendre un jeune garçon en détresse. Mais avant que quelqu'un ne passe, les pleurs cessèrent. Beaucoup de gens cherchaient maintenant le petit Gesualdo, et alors que Cayetano partait, il fut abordé par Monsieur Giordano qui lui demanda s'il avait vu son fils. Cayetano répondit qu'il ne l'avait pas vu et conseilla au monsieur d'aller au poste de police. Cayetano s'éloigna alors. Monsieur Giordano se retrouva dans le quartier délabré de Quinta Moreno. Il regarda autour de lui, pensant que c'était le genre d'endroit où des enfants se cacheraient. Soudain, il vit quelque chose d'étrangement déplacé contre un mur. En s'approchant, il vit que l'objet couvrait un trou. Il le bougea et regarda dedans. Là, il vit sur le sol le corps d'un enfant sans vie, recouvert d'un drap. En le soulevant, son cœur se serra en réalisant que l'enfant était son fils. Il avait été tué par strangulation et un clou planté dans le front. La police a inspecté la scène, sans véritables indices, seulement le corps entouré de canettes et de papiers laissés par des adolescents. Le corps de Gesualdo a été ramené chez ses parents et préparé pour que les endeuillés puissent lui rendre hommage. Les gens se demandaient de quel monstre pouvait faire cela à un enfant innocent. L'un des endeuillés était Cayetano. Il resta silencieux pendant quelques instants avant de s'approcher du corps et de toucher la tête. Il se retira ensuite dans la foule des spectateurs et partit. La mort d'Gesualdo Giordano, 3 ans, a été largement relayée par la presse. Il savait que ce genre d'histoire intéressait beaucoup le public de Buenos Aires, et quand les journaux du soir sont parus, il semblait que toute la ville était au courant. Des témoins se sont manifestés et ont déclaré à la police avoir vu un enfant marcher et manger des bonbons en compagnie d'un petit adolescent aux grandes oreilles.
Le lendemain, mercredi 4 décembre 1912, la police s'est rendue au domicile de Cayetano et l'a arrêté. Ils ont trouvé des morceaux de corde dans sa poche, qui correspondaient à la corde retrouvée sur le corps du petit Gesualdo. Cayetano, cependant, n'était pas sur le point de nier qu'il avait commis le meurtre. Il n'a pas seulement raconté à la police toute l'horrible histoire des événements survenus la veille, il leur a aussi parlé des crimes qu'il avait commis auparavant, y compris le meurtre de Maria Rosa Fassi en mars 1906. Malheureusement, ce site avait été aménagé et la police n'a pas pu enquêter sur ses déclarations. Cayetano a été emmené dans un asile et vu par des médecins et psychiatres. Ils ont finalement déclaré qu'il était fou. Là, son comportement violent a continué lorsqu'il a attaqué un autre patient. La pression a monté dans la presse pour que Cayetano soit jugé et en 1915, il a été condamné à la prison à vie. Au début, Tilal a été envoyé à la prison de Las Heras, puis il a été transféré à la prison d'Ushuaia, qui se trouvait à 3000 km de Buenos Aires et qui, à l'époque, était la prison la plus au sud du monde. En général, il était un bon détenu. Il a accompli les tâches confiées sans rechigner. Il a demandé 2 fois sa libération conditionnelle, mais les autorités argentines ont toujours refusé. Cayetano s'est institutionnalisé dans le système carcéral et, peut-être parce qu'ils avaient honte de sa notoriété, sa famille est retournée en Italie et a rompu tout contact avec lui. Cayetano est mort le 15 novembre 1944. La cause officielle du décès était une hémorragie interne liée à un ulcère gastrique. Mais des années plus tard, un gardien a affirmé qu'il était mort de ses blessures après avoir été attaqué par d'autres détenus à la suite de l'assassinat du chat de la prison. La prison a été fermée en 1947 et est aujourd'hui un musée. Il y a des statues de cire de certains des détenus célèbres et bien sûr l'une d'elles représente Cayetano Santos Godinho. Le 4e cas vient d'Angleterre à la fin du XIXe siècle. Robert Coombs est né à Londres en 1882. Son père s'appelait aussi Robert et était souvent absent de la maison car il travaillait comme intendant sur un paquebot transatlantique, ce qui signifiait que le jeune Robert et son frère Nathaniel, qui est né en 1883, étaient principalement élevés par leur mère Émilie. La famille aurait été connue pour être heureuse et Émilie était très fière de ses 2 enfants. On la décrivait comme une femme très agréable et serviable, qui veillait toujours à ce que ses garçons aillent à l'école bien habillés et que sa maison soit toujours propre et bien rangée. Dans les années 1890, la famille a emménagé au 35 Cave Road à Plaistow dans l'est de Londres. Les 2 garçons avaient toujours été relativement obéissants, mais maintenant qu'ils grandissaient et que Robert devenait adolescent, il était plus difficile pour leur mère Émilie de les discipliner, surtout que leur père était si souvent absent en mer. Robert était un enfant imaginatif et talentueux en musique. Beaucoup de ses professeurs disaient à ses parents qu'il semblait mûr pour son jeune âge, mais ils étaient aussi préoccupés par sa fascination pour la littérature de type bande dessinée, connue dans la Grande-Bretagne victorienne sous le nom de Penny Dreadfuls. Ces publications contenaient de nombreuses histoires fictives sur des héros, des méchants et le surnaturel, et Robert semblait les lire à chaque occasion. Bien qu'il fût généralement un garçon joyeux et brillant, Robert souffrait aussi de périodes d'anxiété. En juin 1895, Robert, le mari d'Émilie, est rentré chez lui après le retour de son navire à Londres. La vie semblait belle, la famille passait du temps ensemble à profiter des longues journées d'été, mais inévitablement il devait retourner travailler et, le 4 juillet 1895, Émilie a dit au revoir à son mari alors qu'il retournait à son navire. Comme toujours, elle était un peu triste de son départ, mais rassurée d'avoir ses 2 garçons et assez d'argent laissé par son mari pour subvenir à leurs besoins jusqu'à son retour. Quelques jours plus tard, le lundi 8 juillet, Robert, âgé de 13 ans, passa la soirée à lire, tandis que son frère Nathaniel, profitant peut-être du fait que leur père venait de partir, commença à faire des bêtises. Sa mère était déjà un peu déprimée, elle était fatiguée et la journée avait été longue et chaude. Au bout d'un moment, Nathaniel continuant de désobéir, elle le gifla. Peu de temps après, elle est allée se coucher.
Le lendemain, Robert et Nathaniel se sont levés tôt et, après avoir pris de l'argent dans le sac à main de leur mère, sont allés au terrain de cricket du Lord pour voir un match de cricket avec le joueur très célèbre William Gilbert Grace. Ils sont revenus le lendemain pour voir la reprise du match. Les garçons continuaient à profiter des chaudes journées de fin d'été, jouant dehors avec leurs amis et dépensant l'argent que leur père avait laissé à leur mère. Tout semblait assez normal. Lorsqu'ils ont manqué d'argent, Robert a décidé de mettre en gage des objets personnels de ses parents. Cependant, il était trop jeune pour pouvoir le faire, alors il a demandé à un marin de 39 ans nommé James Fox de le faire pour lui. Monsieur Fox s'est exécuté comme convenu. Aux alentours du 13 juillet, les voisins ont commencé à remarquer qu'ils n'avaient pas vu Madame Emily Coombs depuis environ une semaine et ont demandé aux deux garçons si tout allait bien. Ils ont dit que leur mère était partie à Liverpool car une tante riche était décédée et qu'elle devait hériter. Cependant, une voisine nommée Madame Burridge a trouvé très étrange que la mère des garçons soit simplement partie sans prévenir personne. Alors elle a contacté leur tante. C'était une femme très gentille, mariée au frère du père des garçons et, chose étrange, elle s'appelait aussi Emily. Mais pour éviter toute confusion, on l'appelait Madame Emily Harrison Coombs. Après le message de Madame Burridge, Madame Harrison Coombs est devenue très inquiète. Elle s'était rendue à la maison de Cave Road à 2 reprises auparavant, mais personne n'avait répondu à la porte. Ainsi, le 15 juillet, vers 18h, elle est retournée à la maison avec Madame Burridge. Un homme a ouvert la porte cette fois. Il n'a ouvert la porte que légèrement et, lorsqu'elle a demandé si elle pouvait voir Madame Coombs, l'homme a répondu qu'elle était partie à Liverpool et a refermé la porte. Ni Madame Emily Harrison Coombs, ni Madame Burridge ne savaient qui était cet homme étrange. Mais heureusement, alors que les deux dames s'apprêtèrent à partir, elles remarquèrent dans Robert et Nathaniel qui s'approchaient d'ensemble de la maison. Madame Harrison Coombs leur demanda aussitôt où était leur mère. Et calmement, sans expression, Robert expliqua que la riche tante de sa mère était décédée et qu'elle était partie à Liverpool pour régler la succession. Robert et son frère se retournèrent alors et coururent jouer dans le terrain de jeu. Madame Emily Harrison Coombs, cependant, était perplexe. Elle trouvait étrange que sa belle-sœur soit simplement partie à Liverpool sans prévenir personne et laisser les garçons avec un monsieur quelque peu étrange. Ainsi, 2 jours plus tard, le mercredi 17 juillet 1895 à 9h du matin, elle retourna à la maison au 35 Cave Road. Elle frappa à la porte, mais il n'y eut encore aucune réponse. Cette fois, elle était déterminée à entrer. Elle ne se laisserait pas repousser par un inconnu ou un adolescent. Elle revint à 1h20 et cette fois, c'est l'un de ses neveux qui ouvrit la porte. Avant qu'il n'ait eu l'occasion de dire quoi que ce soit, elle a forcé la porte et a pénétré dans le couloir. Elle observa et remarqua aussitôt que la propriété était en désordre et qu'il y avait une odeur horrible, ce qui était étonnant car sa belle-sœur gardait toujours une maison très propre. Elle se dirigea vers le petit salon à l'arrière où elle vit Robert et l'homme qui avait précédemment ouvert la porte en train de jouer aux cartes. Ils semblèrent alarmés de la voir et d'une voix ferme, elle demanda à Robert où était sa mère. Cette fois, son neveu ne semblait pas aussi calme et il marmonna qu'elle était allée voir une voisine nommée Madame Cooper. Il proposa ensuite d'accompagner sa tante la voir. Madame Emily Harrison Coombs, cependant, ne crut pas ce qu'il disait et exigea d'entrer dans la chambre de sa mère. Robert répondit qu'elle ne pouvait pas car la porte était verrouillée et qu'il n'avait pas la clé. Elle devenait plus inquiète et impatiente. À ce moment-là, le plus jeune des 2 garçons, Nathaniel, était entré dans le jardin par une fenêtre, apparemment dans un état très anxieux. Maintenant qu'elle avait réussi à entrer dans la propriété, elle n'allait pas partir avant d'avoir visité chaque pièce. Elle fit demander à la propriétaire la clé de rechange de la chambre d'Émilie et, lorsqu'elle arriva, elle monta à l'étage. Elle déverrouilla la porte et l'ouvrit nerveusement. Elle fut submergée par une odeur épouvantable et, en jetant un coup d'œil dans la pièce,
elle se retrouva face à la vision macabre du corps sans vie de sa belle-sœur, étendue sur le lit. Il était dans un état de décomposition avancé et infesté de vers. Elle pouvait à peine croire ce qu'elle voyait, mais malgré son état de choc et d'horreur, Madame Harrison Coombs réussit à envoyer chercher la police. Avant l'arrivée de la police, Robert, qui était désormais très bouleversé, raconta à sa tante ce qui s'était passé lors de cette nuit terrible, de la nuit du 8 juillet 1895. Il a dit que son frère avait fait des bêtises et que sa mère l'avait battu. Nathaniel, bouleversé, a dit vouloir la tuer mais ne pas pouvoir le faire, et a donc demandé à Robert de s'en charger. Robert a déclaré que cette nuit-là, il avait dormi avec sa mère et vers 3h45, s'était levé pour la poignarder. Madame Harrison Coombs a demandé si Emily était réveillée quand il l'a fait, et il a répondu « Oui, elle l'était », avec sa main sur le visage. Lorsque l'agent de police Robert Thorpe est arrivé, il a inspecté la scène et a immédiatement remarqué un couteau de type dague au pied du lit et un objet ressemblant à une matraque posée entre le lit et la fenêtre. Il fut rapidement rejoint par le médecin de la police, le docteur Kennedy, qui malgré l'état terrible du corps, conclut que la cause du décès était une blessure au couteau au niveau du cœur. Robert Coombs, âgé de 13 ans, son frère Nathaniel, âgé de 12 ans, et James Fox, âgé de 39 ans, ont été avertis par la police et emmenés au poste pour être interrogés. Alors que la nouvelle du crime se répandait, des journalistes arrivèrent devant le 35, Cave Road. Après avoir interrogé amis et voisins, ils ont appris que tous voyaient les Coombs comme une famille gentille et sympathique. Les voisins ont raconté aux journalistes que les deux garçons s'étaient comportés tout à fait normalement au cours des 10 derniers jours et qu'aucun d'entre eux n'avait la moindre idée que le corps de leur mère, Emily Coombs, gisait en décomposition dans la chambre à l'étage de sa maison. Après un interrogatoire intense, la police n'a pas inculpé Nathaniel pour sa participation au crime, et même s'il pensait que James Fox avait pu être complice, il a été établi qu'il n'était pas impliqué. Ainsi, Robert Coombs a été inculpé du meurtre de sa mère, Emily Coombs. Le procès sensationnel a commencé à l'Old Bailey à Londres le 9 septembre 1895. Malgré son jeune âge, l'accusation était déterminée que l'accusé, s'il était coupable, soit pendu. La stratégie de la défense était simple. Il devrait prouver que l'accusé était fou au moment où il a commis le meurtre. Son père a témoigné que sa défunte épouse était une femme nerveuse qui riait et pleurait en même temps. Il a confirmé que la naissance de leur premier enfant lui avait causé beaucoup de détresse. Il a également déclaré au tribunal que son fils avait commencé à se plaindre de maux de tête lorsqu'il avait 4 ans et cela a été confirmé par le médecin. Monsieur Coombs, cependant, en répondant à une question de l'accusation, a déclaré qu'il n'y avait aucun antécédent de maladie mentale de son côté de la famille. Le fait que Robert était tellement obsédé par la lecture des Penny Dreadfuls a été évoqué devant les tribunaux et saisi par la presse, une nouvelle discussion a émergé pour savoir si ces productions littéraires en série bon marché, qui contenaient des récits de crimes et de violences, auraient pu influencer un esprit aussi impressionnable. D'autres témoins ont été appelés, des membres de la famille, des amis, des voisins et le médecin de la prison, qui avait observé le comportement et l'état mental de Robert entre son arrestation et son procès. Le médecin s'appelait George Edward Walker et observait Robert depuis le 18 juillet 1895. Il a déclaré au tribunal qu'il avait remarqué un changement dans le comportement de l'accusé vers le 5 août, lorsqu'il avait commencé à se plaindre de douleurs à la tête. Lorsque le docteur Walker a examiné la tête de Robert, il a remarqué une cicatrice très légère juste devant son oreille gauche qui, selon lui, aurait pu être causée par des instruments utilisés lors de sa naissance et si ceux-ci avaient comprimé le cerveau, ils auraient pu provoquer une certaine instabilité mentale. Nathaniel a également été appelé à la barre des témoins pour décrire ce qui s'était passé au 35 Cave Road, le 8 juillet 1895. Il a livré un récit grave et poignant. Lorsque tous les témoins eurent donné leur témoignage,
Le jury se retira pour délibérer sur son verdict. Après 1 heure, ils revinrent et le président du jury se leva. Lorsque le juge demanda s'il déclarait l'accusé coupable ou non coupable, il répondit « coupable » avec une recommandation de clémence en raison de son jeune âge et parce que le jury pensait qu'il ne comprenait pas la gravité de son acte. Le juge, monsieur le juge Kennedy, demanda au jury de déterminer clairement si l'accusé était ou non fou et leur demanda à nouveau de se retirer pour délibérer sur leur verdict. Lorsqu'ils revinrent, le président du jury se leva de nouveau et, lorsqu'on lui demanda s'il déclarait l'accusé coupable ou non coupable, il répondit « coupable » mais ajouta que le jury considérait que l'accusé était fou au moment où il avait commis l'acte. Le juge condamna alors Robert Coombs à être détenu à la prison de Holloway à la discrétion de Sa Majesté. Robert retourna dans sa cellule de prison. Il avait échappé au bourreau, mais peu de temps après, il fut envoyé à l'hôpital psychiatrique de Broadmoor, où il devint le plus jeune patient. Il y resta jusqu'en 1912, lorsqu'à l'âge de 30 ans, il fut libéré après avoir purgé 17 ans de prison. En 1914, 2 ans après sa libération de Broadmoor, Robert partit en Australie, suivant les traces de son frère. Lorsque la Première Guerre mondiale fut déclarée, il s'engagea dans l'armée et, grâce à ses talents musicaux, devint musicien militaire et brancardier. En 1916, il reçut la médaille militaire pour bravoure remarquable sur le champ de bataille. Après la guerre, Robert partit travailler dans une ferme du petit village australien de Nana-Glen, en Nouvelle-Galles du Sud. Il donnait également des cours de musique aux autres villageois. Robert Coombs est décédé le 7 mai 1949. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.